Honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais tout à fait que ce n'est pas la période des pétitions, du dépôt de pétitions en ce moment, aujourd'hui, mais j'aimerais commencer par vous lire un grand segment d'une pétition que font circuler en ce moment les Artistes pour la paix, un groupe qui fait des choses extraordinaires et que j'admire beaucoup. Alors, une pétition qu'ils font circuler en ce moment et qui dit: nous, citoyens, demandons aux élus d'écouter notre voix collective qui dénonce haut et fort le retour à la guerre. Nous croyons que les bombardements envisagés par le Premier ministre contre les terroristes de l'État islamiste, en absurde alliance avec des pays qui ont nourri leur fanatisme, ne pourront que nuire à la sécurité mondiale. La guerre n'apporte jamais de solution satisfaisante et durable. Depuis 2003, les morts afghanes, irakiennes, libyennes et syriennes en ont fait la preuve 1,5 million de fois. Nous croyons que la violence engendre la violence. Nous voulons un pays pacifique qui s'offre en exemple à l'Organisation des Nations Unies. Monsieur le Président, je crois qu'on peut débattre de certains éléments, mais je crois que les Artistes pour la paix soulève des questions très légitimes pour lesquelles ce gouvernement n'a pas de réponse. C'est évident que ce qui se passe en Irak en ce moment et en Syrie est absolument horrible. Il n'y a personne qui va nier ça. Mais ce n'est pas une raison pour se lancer tête baissée, sans réfléchir, dans une entreprise qui risque de ne pas régler la situation qu'on veut régler, qui risque même de l'empirer. On ne peut pas faire ça sans analyser les conséquences de notre action proposée, ce qu'on veut accomplir, et si ce qu'on propose va vraiment régler la situation. Partons avec les frappes aériennes, puisque c'est le thème principal de la journée. Il y a beaucoup d'experts, incluant des experts militaires, qui doutent énormément de l'utilité des frappes aériennes. On le sait déjà, le groupe armé État islamique s'est déjà adapté à ces frappes aériennes-là, a changé son mode d'opération. Je vais m'interrompre un instant, Monsieur le Président, pour dire que je partage mon temps avec la députée de Port-Neuf, Jacques Cartier. Merci. Donc, utilité mitigée des frappes aériennes, moins utile aussi quand il y a une grande densité de population, ce qui est le cas, par exemple, à Mossoul. Et plusieurs experts disent que, très rapidement, cette coalition va manquer de cibles. Il faut s'inquiéter des conséquences aussi des frappes aériennes proposées. Je parlais de régions densément peuplées, donc un plus grand risque de victimes civiles. Et on sait que les États-Unis ont abaissé leurs critères là, pour éviter les victimes civiles. On se demande d'ailleurs si le Canada va faire pareil. Autre risque, plus qu'un risque, je le crains, le recrutement. Écoutez, selon l'Observatoire syrien des droits de la personne, le groupe armé État islamique a recruté plus de 6 000 nouvelles recrues, plus de 6 000 nouveaux combattants depuis que les frappes américaines ont commencé le mois dernier. Les commandants rebelles qui s'opposent au groupe armé de l'État islamique continuent de se battre, notamment en Syrie, mais préviennent que les frappes aériennes créent plus de support pour les djihadistes. Alors, dans certains villages, petites villes, on parle de 20 nouvelles recrues par jour, et ça, c'est nourri en bonne partie par les frappes aériennes en question. J'aimerais vous lire aussi, si je retrouve malheureusement, oui, ici. J'aimerais vous lire aussi des commentaires d'un nombre de signataires, tous des gens très expérimentés, qui appartiennent au groupe de 78 et au projet Plowshare, qui est très connu de plusieurs. Et puis, les signataires incluent des gens comme Roy Culpeper, Peggy Mason,
ancienne ambassadrice du Canada aux Nations Unies pour le désarmement. Et ces gens-là nous disent, je vais le lire en anglais, "We have serious reservations about the effectiveness of the bombing campaign and deep concerns about its negative consequences for innocent civilians. The use of force is more likely to fuel the extremism underpinning the conflict rather than defeating it. If the intervention nonetheless proceeds as proposed, we demand full transparency by the government before, during, and after the mission." Et il continue, "The military mission may help reduce the atrocities committed by the IS in the short term, but recent experience in Afghanistan, Libya, and Iraq itself suggests that in the longer term, it may only make the situation worse." Je pense qu'on devrait prendre acte et fait de tels commentaires avant, comme je disais, de se lancer sans plus d'études dans une expérience qui peut avoir des effets plus négatifs que positifs. Et notons en passant aussi, je disais au début, ça prend des objectifs clairs, alors que les objectifs du Canada ont changé presque à tous les jours, du gouvernement Harper ont changé presque à tous les jours ces derniers temps. Comme le disaient certaines des personnes que j'ai citées, il faut penser un peu plus loin. D'abord, il faut faire le travail diplomatique. Les groupes sunnites irakiens ont réussi à contenir le groupe armé État islamique sous cette appellation ou d'autres appellations pendant des années. Mais à un moment donné, ils se sont sentis exclus et ont moins combattu ce groupe extrémiste. Il faut les ramener à la table. Il faut leur offrir une solution politique parce que c'est par les gens sur le terrain, c'est par les gens de la région que cette situation-là va se régler au long terme. Il faut ce que j'appelle asphyxier les extrémistes plutôt que de les nourrir. Il faut les empêcher de continuer à recruter dans la région et ailleurs. Et aussi, on l'a dit souvent, il faut aider pour enquêter sur les crimes contre l'humanité, mais il faut aussi de l'aide humanitaire sur le terrain. Et les besoins sont criants, Monsieur le Président, et risquent d'augmenter dans les mois à venir. Écoutez, on parle de près de 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, des familles qui fuient des conditions très rigoureuses, qui font des voyages sous des températures torrides, souvent 100 degrés Fahrenheit, qui vivent dans des camps, des églises, des tentes, des familles d'accueil. Je suis désolée, Monsieur le Président, il me reste combien de temps? 2 minutes. Okay. Qui ont des besoins en nourriture, en eau, en articles d'hygiène, en couverture, en abri. Et on parle, entre autres, de plus de 200 000 réfugiés de la Syrie qui sont en Irak en ce moment et qui doivent se déplacer pour une 2e, 3e ou 4e fois. Et la situation de la vie des familles déplacées est absolument désespérée. Comme je disais, ça bride dans des bâtiments abandonnés, des écoles, des églises, besoin désespéré de nourriture. Il est absolument essentiel de les aider. De nourriture et de médicaments aussi, de soins infirmiers aussi, parce qu'il y a plusieurs blessés dus aux violences. Le travail, j'aimerais prendre cette occasion pour saluer le travail que les travailleurs humanitaires font sur le terrain et notamment le travail que les milliers de bénévoles du Croissant-Rouge irakien et du Croissant-Rouge syrien font en ce moment sur le terrain. Ils font souvent au péril de leur sécurité, au péril de leur vie. Et j'entendais un peu plus tôt un député de l'autre côté dire que, bon, il faut, si je comprends bien, qu'il faudrait que l'armée arrive en appui pour donner de la sécurité aux travailleurs humanitaires. Je m'excuse, Monsieur le Président. Le travail humanitaire se base sur la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Et nos travailleurs humanitaires, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de voir des forces armées de quelque pays que ce soit les accompagner parce que ça détruit leur crédibilité, ça les empêche de travailler sur le terrain, c'est ce qu'ils disent toujours. Donc, il faut les soutenir, il faut donner un appui soutenu, il
aux travailleurs humanitaires, mais surtout aux gens qui souffrent sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur le Président.